soir dans cette nouvelle lecture chuchotée de l'histoire sans fin. Les deux solitaires, comme je vous avais promis. D'abord, j'ai envie de masser un petit peu, si tu veux bien, ton petit front. Regarde, le petit front. Les joues. L'autre joue. Le menton et le petit nez. On va commencer. Alors, l'histoire du soir s'accompagne toujours avec mon marque-page favori. Nous étions arrivés aux deux solitaires, le chapitre 5. Vous allez écouter la suite de l'histoire. Mettez-vous bien. Mettez-vous dans un fauteuil vraiment confortable dans votre lit. Relâchez votre corps. Relâchez vos épaules. Décontractez les mâchoires. Fermez vos yeux. Surélevez vos jambes si vous le pouvez. C'est bon pour la circulation sanguine. On commence. Alors, les deux solitaires. Alors, pendant un terrible instant, Atreyu fut assailli par le doute. Igramul l'avait-elle trompé? Car lorsqu'il revient à lui, il se trouvait toujours dans le désert de Rocaille. Il se redressa à grand-peine. Alors il vit qu'il se trouvait bien dans un paysage montagneux et sauvage, mais alors tout à fait différent. Le paysage paraissait entièrement constitué de grandes ardoises couleur de rouille qui étaient empilées et imbriquées les unes sur les autres, formant ainsi toutes sortes de tours et de pyramides bizarres. Le sol entre elles était couvert d'herbes et de maigres buissons. Il régnait une chaleur torride. Le paysage baignait dans la lumière du soleil, une lumière vive, crue, qui aveuglait. Protégeant son visage de sa main,
Atreyu aperçut à 1 000 un peu près de distance une porte de pierre en forme irrégulière dont la voûte était constituée d'ardoises placées horizontalement et qui pouvait avoir 100 pieds de hauteur. Se pouvait-il que ce soit l'entrée menant à l'oracle du Sud? Aussi loin qu'Atreyu pouvait voir, il n'y avait rien au-delà de cette porte qu'une interminable plaine déserte, pas de bâtiment, pas de temple, pas de bois sacré non plus, rien qui ne ressemblât au site d'un oracle. Alors, tandis qu'il réfléchissait encore à ce qu'il venait de faire, il entendit soudain une voix grave, une voix d'airain, Atreyu, puis une seconde fois, Atreyu. Il se retourna et vit, derrière l'une des tours rocheuses couleur de rouille, surgir le dragon de la fortune. Du sang coulait de ses blessures, et il était si affaibli qu'il eut bien du mal à se traîner jusqu'à lui. Il clina pourtant joyeusement un de ses yeux couleur de rubis et dit « Ne t'étonne pas trop, Atreyu, de me voir ici, moi aussi. J'étais certes comme paralysé quand je me trouvais pris dans la toile d'araignée, mais cela ne m'a pas empêché d'entendre tout ce que te disait Igramul. Alors je me suis dit que moi aussi, après tout, j'avais été mordu par elle. Pourquoi ne pas faire également usage du secret qu'elle venait de te confier? C'est ainsi que je lui ai échappé. Atreyu était si ravi. C'était pénible pour moi de t'abandonner à Igramul, dit-il, mais qu'aurais-je pu faire? Rien, répondit le dragon de la fortune, et pourtant tu m'as sauvé la vie, même si j'y ai mis un peu du mien. Et il fit un second clin d'œil, mais cette fois de l'autre œil. Sauver la vie, répéta Atreyu, pour 1 heure, car c'est tout ce qu'il nous reste tous les deux, hélas. Je sens le poisson d'Igramul devenir à chaque instant plus fort. Pour chaque poisson, il existe un contrepoisson, répondit le dragon blanc. Tu verras que tout s'arrangera. Je me demande bien comment, fit remarquer Atreyu. Moi aussi, répliqua le dragon, mais c'est justement ce qu'il y a de bien. À partir de maintenant, tout va te réussir. Je suis tout de même un dragon de la fortune, même quand je me trouvais dans la toile et que j'ai perdu espoir, et comme tu le vois, j'ai eu raison. Atreyu sourit. Dis-moi, pourquoi t'es-tu fait transporter par ici et pas dans une autre direction plus favorable où tu aurais pu trouver la guérison? Ma vie t'appartient, dit le dragon, si tu le veux bien l'accepter. Je me suis dit que tu allais avoir besoin d'une monture pour ta grande quête. Et tu vas voir filer comme le vent à travers le ciel sur le dos d'un dragon de la fortune. C'est autre chose que de trottiner sur 2 pattes à travers la campagne, ou même de galoper sur un bon cheval. Tu es d'accord? D'accord, répondit Atreyu.
Je précise, ajouta le dragon, que mon nom est Futur. Bien, Futur, dit Atreyu, mais nous parlons, et le peu de temps qui nous reste est en train de s'écouler. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Compter sur la chance, répondit Futur. Quoi d'autre? Mais Atreyu ne l'entendit pas. Il s'était écroulé et gisait inerte, enroulé dans les moelleuses sinuosités du dragon. Le poison d'Ygramul faisait malheureusement son effet quand, qui sait au bout de combien de temps, Atreyu rouvrit les yeux. Il ne vit d'abord rien d'autre qu'un visage de la plus grande étrangeté penché sur le sien. C'était le visage le plus ridé et le plus ratatiné qu'il eût jamais vu, mais il était à peu près de la taille de son poing, brun foncé comme une pomme cuite, et des petits yeux brillants comme des étoiles. Au sommet de la tête était posé quelque chose comme un bonnet de feuilles sèches. Puis Atreyu sentit qu'on tenait près de ses lèvres un petit récipient plein de boissons. Belle médecine, bonne médecine, murmurait les petites lèvres ridées dans le visage plein de plis. Bois donc, mon enfant, bois, ça fait du bien. Atreyu trempa les lèvres. Le breuvage avait un goût particulier, un peu sucré et pourtant âpre. Comment va le dragon blanc? Articula-t-il avec peine. Déjà en meilleur état, répondit la petite voix chuchotante. Mais ne te fais pas de soucis, mon petit, il va se rétablir bien vite. Vous allez vous rétablir tous les deux. Le plus dur est déjà passé. Bois seulement, bois. Alors Atreyu prit encore une gorgée et se rendormit aussitôt. Mais cette fois, c'était le sommeil profond et réparateur de la convalescence. Chez Bastia, l'horloge du clocher sonna de coups. Bastien ne pouvait se retenir plus longtemps. Il fallait qu'il aille d'urgence aux toilettes. Il aurait dû le faire depuis un bon moment déjà, mais il n'avait pas réussi à s'arrêter de lire. De plus, il redoutait un peu la perspective de descendre dans l'école. Il se disait d'abord qu'il n'y avait aucune raison, que tout était vide, que personne ne le verrait, et pourtant il avait peur, comme si l'école était elle-même un être vivant qui allait l'observer, l'engloutir. Je voulais dire. Mais tout cela ne l'avançait guère. Il fallait qu'il y aille absolument. Alors il posa le livre ouvert sur les notes de gymnastique, se leva et se dirigea vers la porte du grenier, le cœur battant la chamade. Il ouvrit l'oreille. Tout était silencieux pourtant. Il tira le verrou et tourna lentement la grosse clé dans la serrure. Quand il poussa le loquet, la porte s'ouvrit avec un fort craquement, crac, comme ça. Il se glissa dehors en chaussettes et laissa la porte ouverte derrière lui pour ne pas faire une nouvelle fois du bruit inutilement. Puis il descendit furtivement l'escalier
l'escalier jusqu'au premier étage. Devant lui s'étendait le long couloir avec les portes basses en verre épinard des salles de classe. Les toilettes des élèves étaient de l'autre bout. Cela urgeait et Bastien courait aussi vite qu'il pouvait. Il atteignit le petit coin salvateur littéralement à la dernière seconde. Pendant qu'il était assis sur la cuvette, il se demandait pourquoi les héros dans les histoires n'étaient jamais affrontés à ce genre de problème. Oui, c'est vrai, pourquoi les héros ne font jamais pipi dans les livres. Une fois, alors qu'il était beaucoup plus petit, il avait osé poser une question pendant le cours de catéchisme pour savoir si le Seigneur Jésus avait lui aussi, comme un homme ordinaire, ce genre de besoin, puisqu'il buvait et mangeait comme un homme ordinaire. Alors la classe avait hurlé de rire et le maître lui avait mis un blâme pour conduite insolente. Notez dans le cahier de la classe, c'est pourtant naturel ces choses-là, vous ne croyez pas? Mais bon, Bastien n'avait pas obtenu de réponse à sa question. Il n'avait pourtant pas cherché à se montrer insolent en la posant. Probablement se disait-il à présent que ces choses sont simplement trop accessoires et peu importantes pour qu'il ait besoin d'en faire mention dans les histoires, même si elles avaient pris parfois pour lui une importance désespérée et humiliante. Il avait fini de faire pipi. Il tira la chasse et s'apprêta à sortir quand il entendit soudain des pas dans le couloir. Quelqu'un ouvrait et refermait successivement toutes les portes des classes et le pas ne cessait de se rapprocher. Le cœur de Bastien battait à se rompre. Où allait-il donc se cacher? Il resta là où il se trouvait, comme paralysé de peur. Les portes des toilettes s'ouvrirent, mais heureusement de telle façon qu'elle dissimula Bastien. Le concierge de l'école entra. Il jeta tour à tour un coup d'œil dans chacun des box. Quand il arriva à celui où l'eau coulait encore et où la chaîne se balançait, il s'arrêta un instant, interloqué. Oui, c'était bizarre. Il marmonna quelque chose dans sa barbe, mais quand il vit que l'eau s'arrêta de couler, il haussa les épaules et sortit donc. Le bruit de ses pas s'éloigna tandis qu'il descendait l'escalier. Pendant tout ce temps, Bastien n'avait pas osé respirer. Il prit alors une profonde inspiration. Comme ça. Quand il voulut sortir, il se rendit compte que ses genoux tremblaient. Il se glissa prudemment et aussi vite qu'il put le long du couloir aux portes verre épinard, car
se laissa donc retomber avec un profond soupir sur sa couche de natte, s'enroula dans les couvertures militaires et reprit son livre. Quand Atreyu se réveilla pour la seconde fois, il se sentit tout à fait frais et dispo. Il se redressa, c'était la nuit, la lune brillait, et Atreyu vit qu'il se trouvait à l'endroit même où il s'était évanoui, à côté du dragon blanc. Futgur était toujours là, lui aussi. Sa respiration était calme et profonde. Il paraissait dormir à poings fermés. Toutes les blessures étaient pansées. Atreyu remarqua que sa propre épaule portait également un pansement, non pas fait de tissu comme nous, mais d'herbes et de fibres végétales. À quelques pas de distance, il y avait une petite grotte dans un rocher, par l'ouverture de laquelle parvenait une lueur tamisée. Sans bouger le bras gauche, Atreyu se leva précautionneusement et se dirigea vers l'ouverture très basse de la grotte. Il se pencha et aperçut à l'intérieur une pièce qui ressemblait à une cuisine d'alchimiste en modèle bien réduit. À l'arrière-plan, un petit bonhomme, un petit feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Partout étaient posés des poêlons, des pots et des fioles de formes bizarres. Sur une étagère étaient empilées des potes différentes, sortes de plantes séchées, la petite table au milieu et le reste des meubles paraissaient bricolés à partir de trognons de racines. La demeure dégageait dans son ensemble une impression très douillette, très douillette. C'est seulement quand il découvrit à tout sautement qu'Atreyu découvrit un petit bonhomme assis dans un fauteuil devant la cheminée. Il portait sur la tête une sorte de chapeau en bois de souche qui ressemblait à un fourneau de pipe retourné. Le visage était brun foncé et ridé comme celui qu'il avait vu au-dessus de lui lors de son premier réveil. Mais il y avait cette fois une grosse paire de lunettes posées sur le nez et ses traits paraissaient plus marqués et plus soucieux. Le petit être lisait un livre posé sur ses genoux. Alors, venant d'une autre pièce, plus au fond, une seconde petite créature entra en se dandinant et Atreyu reconnut aussitôt celle qui s'était occupée de lui auparavant. Maintenant seulement, il voyait qu'il s'agissait d'une petite femme. En plus du bonnet de feuilles qu'elle portait, comme le petit bonhomme dans son fauteuil près de la cheminée, une sorte de robe de moine qui semblait faite également de feuillage sec. Elle fredonnait un air, la mine réjouie, tout en se frottant les mains, et elle se mit à s'affairer autour d'une marmite suspendue au-dessus du feu. Les deux créatures étaient à peine plus hautes que la jambe d'Atreyu. Si l'on murmurait de la plante de son pied à son genou, il était manifeste que ces deux-là appartenaient à la famille des gnomes
possédait de multiples ramifications, même s'il s'agissait de spécimens assez peu courants. Ôte-toi de ma lumière, femme, bougonna le petit bonhomme. Tu me déranges dans mes études. Oh, toi et tes études, répondit la petite femme. Qui est-ce que ça peut bien intéresser? L'important, maintenant, c'est de préparer mon élixir de guérison. Les deux qui sont là dehors en ont bien besoin. Les deux qui sont là dehors, riposta le petit homme irrité, auront encore plus besoin de mes conseils et de mon aide. Soit, répondit la petite femme, mais seulement s'ils sont guéris. Sauve-toi de là, le vieux. Le gnome s'écarta de son fauteuil, un peu du feu en grognant, pas content. Atreyu tout sauta pour signaler sa présence. Le couple de gnomes se retourna pour le voir. Le voilà déjà guéri, dit le petit homme. Maintenant c'est à mon tour. Ta ta ta, brailla la petite femme. C'est à moi de décider s'il est guéri ou non. Ce sera ton tour quand je te dirai que ce sera ton tour. Puis elle se tourna vers Atreyu. On te proposerait bien d'entrer, mais c'est un petit peu exigu pour toi. Patiente une seconde, je viens te voir tout de suite. Elle pila encore dans un petit mortier quelque chose qu'elle jeta ensuite dans la marmite. Puis elle se lava les mains, les essuya à sa robe, tandis qu'elle disait au petit gnome: « Et toi, Enkidu, tu restes ici jusqu'à ce que je t'appelle, compris ?» Bien, bien, Hurgle, marmonna le gnome. La petite femme sortit de la grotte. D'en bas, elle examina Atreyu en plissant les yeux. « Eh bien, on dirait que ça va déjà tout à fait bien, non? Non ?» Atreyu acquiesça. La petite femme gravita sur une saillie rocheuse qui se trouvait à la hauteur du visage d'Atreyu et s'installa. Plus de douleur, voulut-elle savoir. Rien qui mérite qu'on en parle, répondit Atreyu. Comment cela? Répliqua avec rudesse la petite femme, l'œil étincelant. Tu as mal ou pas mal? Ça fait encore mal, expliqua Atreyu, mais ça ne fait rien. À moi si, grogna Hurgle. On aime bien que les patients sachent dire au médecin ce qui fait quoi. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu y comprends, toi, plan-bec de la médecine? Il faut que ça guérisse encore. Il faut que ça fasse mal. Quand c'est en train de guérir, si cela ne faisait plus mal, c'est que ton bras serait déjà mort. Pardon, dit Atreyu, qui se sentait comme un enfant réprimandé. Je voulais simplement dire, c'est-à-dire que je voulais vous remercier. Bah. Hurle lui coupa la parole avec brusquerie. En fin de compte, je suis une guérisseuse. Je ne fais que mon devoir. Et puis Enkidu, mon vieux, a vu le pentacle qui est suspendu à ton cou. Alors pour nous, ça allait de soi. Et Futgur demanda à Atreyu: comment va-t-il? Qui c'est celui-là, le dragon blanc? Ah oui, je ne sais pas encore. Il a dégusté un peu plus que toi. Il est vrai qu'il est capable
d'en supporter un peu plus aussi. Il est plus grand que toi. En fait, on devrait y arriver. Je suis à peu près sûre qu'il s'en remettra. Il a besoin de se reposer encore un certain temps. Mais où avez-vous donc attrapé ce poisson, hein? Et d'où est-ce que vous arrivez comme ça si vite? Et où voulez-vous aller? Et puis qui êtes-vous d'abord? N'Guyuk était maintenant lui aussi sur le seuil de la grotte, et il écoutait les réponses que donnait Atreyu aux questions de la vieille Hurgle. Soudain, il s'avança et s'écria: tiens ta langue, la femme, maintenant c'est à moi, c'est à mon tour. Alors il se tourna vers Atreyu, ôta son chapeau en forme de fourneau de pipe, gratta son petit crâne chauve et dit: ne vous formalisez pas de son ton, Atreyu. La vieille Hurgle parle souvent un peu sec, mais c'est sans attention. Mon nom est N'Guyuk. On nous appelle aussi les deux solitaires. Est-ce que tu as déjà entendu parler de nous? Non, répondit Atreyu. N'Guyuk parut un petit peu froissé. Ah bon, déclara-t-il, c'est que tu ne fréquentes sans doute pas les cercles savants. Sinon, on t'aurait certainement dit que tu ne peux pas trouver de meilleur conseiller que moi si tu veux te rendre chez Ouyoulala, à l'oracle du Sud. Tu as sonné à la bonne porte, mon garçon. Arrête ton cinéma, l'interrompit la vieille Hurgle. Puis elle descendit du rocher où elle était assise et disparut dans la grotte en marmonnant dans sa barbe. N'Guyuk fêtit délibérément la sourde oreille à la critique, comme ça. Je peux tout expliquer, poursuivit-il. J'ai étudié la question de fond en comble pendant toute ma vie. Je me suis installée là, un laboratoire spécialement à cet usage. Je publierai prochainement un grand ouvrage scientifique sur l'oracle. Le titre, l'énigme Ouyoulala, résolu grâce au professeur N'Guyuk. Ça ne sonne pas trop mal, non? Malheureusement, il me manque encore quelques détails. Tu pourrais m'aider, mon garçon. Un observatoire? Demanda Atreyu, à qui ce mot était bien sûr inconnu. N'Guyuk acquiesça, ses petits yeux étincelaient de fierté. D'un geste de la main, il invita Atreyu à le suivre. Entre les énormes dalles courait un petit sentier qui montait en décrivant nombre de lacets. À certains endroits, là où la déclivité était particulièrement forte, avaient été taillées de minuscules marches qui étaient naturellement trop petites pour les pieds d'Atreyu. Il les enjambait donc facilement d'un seul pas. Et pourtant, il avait le plus grand mal à suivre le gnome qui trottait lestement devant lui. Beau clair de lune cette nuit, dit N'Guyuk. Tu pourras la voir. Qui donc voulut savoir Atreyu Ouyoulala? Mais N'Guyuk fit un geste agacé de dénégation et continua à sautiller comme ça. Et puis il sautille comme ça dans tous les sens. Ils parvinrent finalement au sommet de la tour rocheuse.
sol était plat, si ce n'est que, sur l'un des côtés, se dressait une sorte de parapet naturel, une table de pierre en forme de balustrade. Au centre de cette plaque rocheuse, il y avait un trou, manifestement creusé avec des outils. Devant le trou était installé un petit télescope posé sur un support en bois de souche. Nguyouk regarda à travers l'appareil, le régla légèrement en tournant quelques vis, puis il hocha d'un air satisfait et invita Atreyu à jeter un coup d'œil à son tour. Celui-ci obtempéra, mais il dut se coucher par terre et s'appuya sur ses coudes pour avoir les yeux au milieu du télescope. Il était braqué sur la grande porte de pierre de façon telle qu'on avait en gros plan la partie inférieure du pilier droit. À côté de ce pilier, Atreyu vit alors, dressé sur son séant et totalement immobile dans la lueur de la lune, un énorme sphinx. Les pattes avant griffues sur lesquelles il prenait appui étaient celles d'un lion. La partie inférieure de son corps était celle d'un taureau. Il portait sur le dos de puissantes ailes d'aigle et son visage était humain, du moins quant à l'aspect, car l'expression n'était pas humaine du tout. Il était vraiment difficile de déterminer si ce visage souriait, s'il reflétait une tristesse insondable ou encore une indifférence absolue. Après qu'Atreyu l'eut considéré un moment, il lui parut, il est vrai, révéler des abîmes de méchanceté et de cruauté, mais très vite il dut rectifier son impression. N'y trouvant plus qu'une sérénité totale, car le sphinx était d'une sérénité totale, comme je viens de le dire. Laisse tomber, c'était la voix du gnome. Tu n'en tireras rien ce soir, tout le monde en est là, moi aussi, je l'ai observé ma vie durant, et je n'ai pas réussi à éclaircir le mystère à l'autre maintenant. Il tourna une des vis, l'image longea l'ouverture sous la voûte, derrière laquelle ne s'étendait que la vaste plaine déserte, puis le pilier gauche de la porte entra dans le champ de vision d'Atreyu, et là était assis lui aussi dans la même posture un second sphinx. Son corps était imposant, étrangement blême, luisant comme de l'argent liquide sous les yeux de la lune. Il semblait regarder fixement le premier sphinx qui, de son côté immobile, avait les yeux braqués dans sa direction. « Est-ce que ce sont des statues ?» demanda Atreyu d'une voix basse, et sans parvenir à détourner son regard. « Oh non !» répondit Nguyouk avec un rire étouffé. « Ce sont de véritables sphinx vivants, et même bien vivants. Mais pour la première fois, tu en as déjà assez vu. Viens, redescendons, je vais tout expliquer. » Il avait placé sa main devant le télescope, si bien qu'Atreyu ne voyait plus rien. Tous deux redescendirent le chemin en silence. C'est la fin de cette histoire, de ce chapitre.
serons arrivés au chapitre 6. Ça s'appellera les 3 portes magiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remets mon magnifique marque-page de la nuit pour l'histoire.